il y a un groupe qui lui est séparatiste depuis 1977-1978, quand le président soudanais Jafar Nimeri a commencé à islamiser le pays et a commencé à s'allier avec les fondamentalistes. Le nom de ce groupe séparatiste originaire du Sud, c'est Anyanya 2. Alors ce nom, Anyanya, il est tiré du nom du venin d'un serpent. Vous aurez remarqué, si vous avez regardé les vidéos précédentes, que ce nom est aussi le nom des rebelles indépendantistes que dirigeait Joseph Lagou lors de la première guerre qu'il y a eu au Soudan, c'est-à-dire celle qui a eu lieu entre 1955 et 1972. Ces Anyanya 2 estiment tout simplement que Jafar Nimeri a trahi les accords de 1972 et que par conséquent il fallait prendre les armes. D'ailleurs, cet avertissement, Joseph Lagou l'avait fait dans l'interview qu'il avait donnée à l'AFP. Ces Anyanya de la deuxième génération réclament ouvertement la séparation entre le Nord et le Sud. Plusieurs années après leur création, ces Anyanya vont donc rejoindre le SPLA en juillet 1983 et ils vont se fondre dans le SPLA. Sauf que John Garang va se brouiller avec eux au bout de 6 mois. La création du SPLA a lieu en juillet 1983 et la brouille avec les Anyanya 2 va avoir lieu en décembre 1983. Et John Garang va les chasser du SPLA et va leur déclarer tout simplement la guerre. Les Anyanya 2 reprochent à John Garang de refuser de se séparer des Arabes. Et surtout, il lui reproche de pratiquer une forme d'hégémonie de l'ethnie Dinka, ethnie à laquelle appartient John Garang, de pratiquer donc une hégémonie au sein des mouvements du Sud. Parce qu'il y a un point à souligner pour comprendre comment Khartoum va jouer la carte du tribalisme dans le Sud, c'est que, grossièrement, les membres de l'Anyanya 2 sont majoritairement membres de l'ethnie Nouer, alors que le SPLA est composé majoritairement de Dinka, qui se trouve être aussi l'ethnie la plus importante de toutes les ethnies négro-africaines que vous trouvez dans le Sud-Soudan. Schématiquement, il y avait une prédominance des Dinka au sein du SPLA et une prédominance des Nouer au sein de l'Anyanya 2. L'Anyanya 2 était dirigé par un Nouer qui s'appelait Samuel Gaitout. C'est durant la guerre qui a été déclarée entre le SPLA et les Anyanya 2 que Gaitout va mourir en mai 1984, assassiné par des membres du SPLA. À sa mort, c'est son bras droit qui va prendre le relais, qui s'appelle William Abdullah Chouol. Et Chouol va aller encore plus loin que Gaitout, puisque non seulement il va poursuivre la guerre fratricide contre le SPLA de John Garang, mais mieux encore, c'est qu'il va s'allier avec Khartoum pour obtenir des armes. C'est un gouverneur de cette région du Haut-Nil qui s'appelle Daniel Cotmatthews, qui va être chargé de faire le lien entre Khartoum et les Anyanya 2, afin de livrer les armes que Nimeri va offrir à l'Anyanya 2 pour combattre John Garang. Maout Guara explique, page 200 et page 201 de son livre, que Samuel Gaitout était très apprécié au sein des peuples de l'ethnie Nouer et que sa mort a généré une haine virulente contre le SPLA. Et cette haine virulente contre le SPLA, elle va se cristalliser autour de l'appel du gouverneur Cotmatthews, qui va demander non seulement l'éradication du SPLA, mais il va aller encore plus loin puisqu'il va demander l'extermination de l'ethnie Dinka. Jafar Nimeri va jouer là-dessus. Il livre les armes à Daniel Cotmatthews, quelqu'un qui veut exterminer les Dinka donc, et c'est ce Daniel Cotmatthews qui les redistribue ensuite aux milices tribales Nouer, qui sont liées aux Anyanya 2. Et ces milices Nouer vont opérer de véritables boucheries sur les civils Dinka.
Après 3 ans et demi de guerre ouverte entre le SPLA et les Anyanya 2, un cessez-le-feu va être signé en avril 1987. En 1984, le SPLA va chasser Chevron du Sud-Soudan, notamment en commettant plusieurs attentats contre Chevron et contre tout un tas d'autres multinationales qui exploitent le pétrole. Car là encore, c'est une vérité qu'on oublie de rappeler, c'est que c'est le SPLA de John Garang qui a chassé les sociétés américaines et les autres multinationales du Sud-Soudan. Donc Jafar Nimeri est renversé en 1985. Son ennemi, Kadhafi, est tellement content que Jafar Nimeri, qu'il considérait comme un traître, un pro-américain, ait été renversé. La première chose qu'il fait, c'est qu'il félicite les auteurs du coup d'État. Et ensuite, il s'empresse de s'excuser d'avoir soutenu le SPLA, qui était un mouvement non musulman qui était en guerre contre un pays musulman. La réalité, c'est que maintenant que son ennemi a été chassé du pouvoir, Kadhafi reprend sa posture panarabiste et il coupe les financements du SPLA. Et le prétexte qu'il trouve, c'est qu'il leur reproche de refuser de signer la paix avec le Nord. Mieux encore, le pouvoir transitoire qui a renversé Jafar Nimeri et qui va s'installer ensuite, le temps qu'il y ait des élections au Soudan, c'est le Conseil militaire de transition, le CMT. Eh bien, Kadhafi va armer le CMT. Et c'est notamment les avions que Kadhafi va offrir au CMT qui vont bombarder les positions du SPLA, que Kadhafi armait quelques mois auparavant. Dans l'esprit de Kadhafi, tout ça c'est normal. Il a utilisé le SPLA pour embêter son ennemi Jafar Nimeri. Une fois que son ennemi Jafar Nimeri a été renversé, il a coupé le financement du SPLA et il s'est mis à armer ceux qui les bombardaient. Du côté des Américains qui étaient les alliés de Jafar Nimeri, Washington est totalement paniqué par le rapprochement entre Khartoum et le colonel Kadhafi. Et ils le disent ouvertement. C'est-à-dire que l'on voit ici un article du Times qui date du 10 juillet 1985, dans lequel le comité militaire de transition rassure les Américains en affirmant que le rapprochement qu'ils font avec la Libye ne remettra pas en cause l'amitié du Soudan pour les États-Unis. Donc ce comité militaire de transition, ce CMT, a été mis en place le temps d'organiser des élections législatives. C'est de cette manière-là que Sadek El-Mahdi devient le premier ministre du Soudan. Tout comme Jafar Nimeri et le CMT, Sadek El-Mahdi va poursuivre la guerre contre le Sud. Et il va intensifier l'armement des milices mouraïlines. En 1987, Kadhafi va réunir 15 000 hommes dans le sud de la Libye pour envahir le Tchad, avec l'appui de la Légion islamique, qui se trouve toujours au Darfour. Immédiatement, les Américains versent 15 millions de dollars d'armement à Hissène Habré. Pour les Américains, c'est le débordement de trop. Ils font pression sur le Soudan, et ils demandent à Sadek El-Mahdi, le premier ministre du Soudan, qui d'ailleurs avait toujours nié la présence de la Légion islamique et des troupes libyennes au Darfour, alors que tout le monde sait que Kadhafi est au Darfour depuis les années 70,
Mais Sadek El-Mahdi, lui, niait cette réalité-là. Sadek El-Mahdi va donc être pressé par les Américains de demander à Kadhafi de quitter le Darfour. À ce moment de l'histoire, on est en 1987, les Américains peuvent exercer du chantage sur le gouvernement de Sadek El-Mahdi pour la simple et bonne raison que, financièrement, le Soudan dépend encore de l'aide économique américaine. Et c'est donc ainsi que le Premier ministre soudanais va officiellement ordonner à Kadhafi de quitter le Darfour. Sadek El-Mahdi a la réputation d'être un personnage sans envergure. Mais cette fois, il va être obligé de faire une chose qu'il n'a jamais fait dans sa vie, c'est-à-dire tenir tête à Kadhafi. Puisque, je le rappelle, c'est Kadhafi qui a financé Sadek El-Mahdi, il est lié au Baggara et lié aux milices mouraïlines, tout comme il est lié à la Tajamou al-Arabi, c'est-à-dire l'organisation des suprémacistes arabes du Darfour.
Nation of Islam avait toujours nié l'existence même de cas d'esclavage au Soudan. On a vu Farrakhan expliquer dans la fameuse vidéo qui tourne sur YouTube et sur Dailymotion, qui se passe sur une radio américaine, où il explique sa rencontre avec John Garang et où il dit que John Garang ne lui a jamais parlé d'esclavage, mais qu'il lui avait parlé de justice. Et en gros, il sous-entendait que puisque John Garang lui avait parlé de justice, c'était bien la preuve que l'esclavage que les médias américains mettaient en avant n'existait pas. Puisqu'en gros, si l'esclavage était une réalité, John Garang lui en aurait parlé. Alors cette vidéo dont je vous parle là, ça n'est que du blabla. C'est une longue tirade où l'essentiel n'est quasiment jamais abordé. On ne sait pas qui tue, on ne sait pas qui arme ceux qui tuent au Darfour, et on ne sait pas pourquoi ils tuent. Farrakhan n'explique rien, et pourtant si vous allez voir les commentaires de la vidéo, que ce soit sur Dailymotion ou sur YouTube, vous avez tous les petits ignares habituels qui entendent quelque chose qui leur plaît et qui font des commentaires du type « très belle analyse ». La vidéo elle est vide, Farrakhan ne dit rien, mais ils parlent eux de belle analyse. C'est-à-dire qu'en clair, Farrakhan il leur a servi sur un plateau ce qu'ils avaient envie d'entendre. Au Darfour, il ne se passe rien, si ce n'est une simple guerre entre des tribus A et des tribus B. Khartoum n'a rien à voir là-dedans. En revanche, les Américains et les sionistes qui sont derrière prennent l'excuse de la guerre qu'il y a au Soudan pour accuser Omar el-Béchir des crimes qui se passent au Darfour. Et la raison de tout ça, c'est qu'il y a du pétrole au Darfour. Voilà ce que vend Farrakhan dans cette émission-là. Farrakhan ne se contente que de rappeler comment, durant l'esclavage en Amérique, les maîtres opposaient les noirs au teint clair aux noirs au teint foncé. Et ensuite, il tente de faire un parallèle entre cette opposition que les esclavagistes pratiquaient dans les colonies américaines et ce qui se passe au Soudan. En gros, le problème du Soudan serait lié à des Nord-Soudanais qui auraient la peau claire, qui seraient opposés à des Sud-Soudanais qui sont noirs, noirs, noirs. C'est lui qui répète ce terme-là plusieurs fois. Sauf que ramener le problème du Soudan à une histoire de couleur de peau, c'est tout simplement de la caricature. Ce problème-là existe, mais ce qu'il y a d'abord et avant tout, c'est de l'arrogance culturelle et religieuse, à laquelle va s'ajouter un mépris envers les langues, les manières de vivre, les croyances des autochtones négro-africains. Tout ça hérité du racisme que les Arabes d'origine ont pratiqué au Soudan. Alors dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube sous le titre Farrakhan Speaks on Sudan, le leader de Nation of Islam explique qu'il ne croit pas qu'il y a eu de l'esclavage au Soudan et qu'en fait Omar el-Béchir est visé par les États-Unis et accusé de pratiquer de l'esclavage tout simplement parce que le pays prône une forme révolutionnaire de l'islam. Donc dans cette vidéo, Farrakhan sous-entend qu'il n'ira pas croire ce que disent des médias américains parce que ces médias américains sont des menteurs. Ou la phrase qu'il utilise exactement c'est « Nous savons que notre oppresseur est un menteur ». Ça me fait penser un peu à ce qui se passait durant l'esclavage quand on parlait des abolitionnistes européens. On les présentait comme les premiers abolitionnistes. Or, les premiers abolitionnistes, c'étaient les esclaves eux-mêmes. C'est eux qui se battaient réellement sur le terrain pour se libérer. Mais on ne se préoccupait pas de leur existence, on ne se préoccupait pas de leur combat, et on ne mettait en avant que ce qui arrangeait le locuteur. Là, Farrakhan fait exactement la même chose. Les Soudanais dénoncent ces cas d'esclavage, mais Farrakhan n'en tient pas compte. Il projette la légitimité de la dénonciation de ces cas d'esclavage sur le dos des Américains. Et comme par rapport à ça, il a une réponse qui est de dire que ces gens-là sont des menteurs, donc il a la bonne excuse pour ne pas admettre que des cas d'esclavage existent au Soudan.
Alors Farrakhan a passé son temps à se défendre dans les médias en expliquant « Donnez-nous des preuves qu'il existe de l'esclavage au Soudan ». C'était vers 95-96. Et il avait même exigé qu'une délégation d'Afro-Américains aille enquêter sur place. Le problème, c'est que une enquête avait déjà été faite au Soudan sur des cas d'esclavage par 2 universitaires soudanais, 10 ans auparavant. C'est-à-dire Farrakhan demande des preuves d'esclavage en 95-96, or en 1987, 2 universitaires soudanais avaient déjà sorti un rapport. Bien sûr, Farrakhan n'en a jamais entendu parler, puisque Farrakhan il n'entend parler que de ce qui l'arrange. Donc le rapport des 2 universitaires soudanais sort en septembre 1987. Les 2 auteurs soudanais sont le professeur Ouchari Ahmed Mahmoud et le professeur Suleiman Ali Baldo, qui ont voulu faire ce rapport après une série de massacres de miliciens mouraïlines contre les Dinka. Et dans ce rapport, les razzias esclavagistes et la mise en esclavage effective des enfants et des femmes Dinka étaient explicitement dénoncés. Là, vous voyez des extraits de ce rapport et on voit que les professeurs Mahmoud et Baldo rappellent qu'en janvier 86, les Mouraïlines issus de 2 tribus, à savoir des Rizaigat et des Misriya, ont attaqué plusieurs villages Dinka et ont massacré plus de 600 personnes. Ils ont brûlé des récoltes et brûlé des maisons. Mais surtout, les 2 universitaires soudanais soulignent qu'ils ont embarqué le bétail des Dinka ainsi que 700 femmes et enfants. Toujours dans ce rapport, en janvier 1987, des miliciens mouraïlines ont pris d'assaut des villages Dinka à Marial-Bailly et dans les environs. Là encore, les hommes sont tués et les récoltes sont brûlées. Et suite à ces attaques, des centaines de femmes et d'enfants sont emmenés pour être réduits en esclavage. Un mois plus tard, en février 1987, les Mouraïlines tentent de remettre ça, sauf que cette fois, le SPLA de John Garang a décidé de s'occuper d'eux. Le SPLA poursuivra les combats contre les miliciens mouraïlines plusieurs semaines encore, et les mouraïlines vont perdre des dizaines d'hommes. Mais ce qui va précipiter la volonté des mouraïlines de se venger du SPLA, c'est une embuscade qui va avoir lieu en mars 1987. Dans cette embuscade de mars 1987, le SPLA va tuer 70 membres des milices mouraïlines. Et c'est cette embuscade-là qui va précipiter la vengeance des Mouraïlines contre les civils Dinka. Et là, les Mouraïlines, plutôt que de se venger sur le SPLA, avec qui ils ont eu maille à partir, ils vont se venger sur les civils Dinka. Et c'est ce massacre de mars 1987 qui va faire l'objet d'une enquête précise des 2 universitaires soudanais. Et voilà en résumé ce qu'ils expliquent dans leur rapport au sujet de ce massacre. Le week-end du 27 mars 1987, des femmes, des hommes et des enfants même, puisqu'il y avait des enfants, appartenant à des tribus d'Arabes Baggara, vont lancer un énorme pogrom contre les Dinka de la région d'Al-Dain. Ils vont attaquer des maisons, ils vont attaquer des églises. Plusieurs Dinka qui sont terrorisés par cette espèce de chasse à l'homme vont s'enfuir de leur maison et se diriger vers la gare, sous la protection de la police. Ils vont y passer toute la nuit, en attendant un train qui va leur permettre de quitter la ville. Le lendemain, à 7 heures, les policiers les font donc monter dans des trains. Et c'est là qu'on va voir que les Arabes Baggara et les policiers sont de mèche, qu'ils se connaissent, qu'ils appartiennent aux mêmes tribus, et qu'il y a bien sûr une entente entre eux.
puisque les personnes qui participent au pogrom anti-Dinka vont discuter avec les policiers pour exiger des policiers qu'ils leur laissent le droit de se venger sur les Dinka. Et nous allons voir tous les policiers qui étaient à la gare disparaître d'un seul coup. C'est-à-dire qu'ils laissent les femmes et les enfants Dinka entre les mains de gens qui sont armés, qui les insultent, qui les menacent de mort et qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de les massacrer. Le gouvernement de Sadek El-Mahdi va nier ces massacres. On va voir le ministre de l'Intérieur, Sid Ahmed Al-Hussein, qui va essayer de brouiller les pistes en affirmant que les incidents d'Al-Dain ont fait 183 morts, dont une grande partie due aux troupes rebelles. Ce qu'il appelle les troupes rebelles, c'est le SPLA, pour ne pas admettre que les gens qui ont massacré ces Dinka appartiennent à des familles ou à des proches qui sont eux-mêmes armés par Khartoum et qui constituent ce que l'on appelle des milices tribales.
Il faut savoir que dans cette région du sud du Darfour, le racisme des Rizaigat et des Mesriya contre toutes les ethnies négro-africaines et surtout contre les Dinkas est connu de tous. Les Arabes Bagara agressent, insultent et pratiquent de véritables ratonnades contre les Dinkas, mais aussi contre les autres ethnies africaines, puisqu'il y a notamment beaucoup de Zarawa au sud du Darfour. Nous allons avoir le témoignage d'un Dinka qui est handicapé, qui s'appelle Marek Deng, et qui révèle qu'il subit des moqueries quotidiennes de la part des enfants et des adultes qui appartiennent aux tribus arabes du Darfour, et surtout que ces Arabes du Darfour le traitent de Djangawi, qui est une insulte raciste contre les Dinkas. Et il rappelle aussi qu'il se fait traiter d'abid, c'est-à-dire d'esclave. Dans le dernier chapitre, les deux universitaires soudanais évoquent des témoignages de personnes qu'ils ont interviewées. Et on a le témoignage notamment d'une femme Dinka de 30 ans qui s'appelle Nyonjok. Et Nyonjok raconte que son mari a été tué en mars 1987 par des Arabes Rizaigat et qu'elle a elle-même été poignardée durant cette attaque. Et ensuite, les Mouraïlines en ont profité pour kidnapper 5 de ses enfants. Et elle explique qu'elle partait à la recherche de ses enfants avec l'aide de certains Arabes qui la prévenaient que telle famille de Bagara possédait des enfants esclaves Dinka dans telle et telle maison. Et c'est de cette manière qu'elle allait d'elle-même vérifier si ses enfants figuraient parmi les familles arabes qui possédaient des esclaves Dinka. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est même pas caché. Et c'est pour ça que d'entendre une forme de négationnisme sur cette réalité-là est inacceptable. Ce qu'ont subi ces gens, c'est tout simplement une honte. Tout Africain qui connaît cette histoire-là et a le culot de la cacher, il mériterait juste un crachat dans la figure. Et ces gens se sont fait massacrer, personne ne s'est intéressé à eux. Nous avons aussi un autre témoignage qui est celui d'un policier Dinka, qui a lui aussi survécu au massacre d'Aldein. Comme par hasard, il a été désarmé par ses supérieurs le jour de l'attaque, et il raconte le témoignage d'une femme Dinka, qui a retrouvé son fils entre les mains d'une famille d'Arabes Rizaigat de la ville d'Aldein. Et lorsque cette femme a réclamé à la famille d'Arabes qu'elle lui rende son enfant, eh bien les Bagara l'ont tout simplement menacé de mort. Et nous avons tout un tas d'autres témoignages de ce type-là, dans le rapport des deux universitaires soudanais. Il n'y a absolument aucun doute, non seulement sur le fait que les Mouraïlines pratiquent des razzias, mais surtout qu'il y a des réductions en esclavage dans le sud du Darfour. Et que les gens qui sont réduits en esclavage dans le sud du Darfour, ce sont des femmes et des enfants qui appartiennent à des tribus négro-africaines, que ces Arabes Bagara considèrent quasiment comme des animaux. En 1990, le général Omar el-Béchir, le grand ami de Louis Farrakhan, va faire arrêter un des deux universitaires, à savoir Ouchari Mahmoud. Et le prétexte qu'il évoque, c'est insulte à la nation, notamment suite au rapport publié sur le massacre d'Aldein. Ce massacre a eu lieu en 1987. Donc ça ne concerne pas directement Omar el-Béchir, puisque Omar el-Béchir, lui, a pris le pouvoir en juin 1989. Celui qui est concerné par ce rapport, c'est le Premier ministre Sadek El Mahdi.
Sauf que ce rapport y mettait en évidence des cas de racisme, de mépris et de déni d'humanité qui sont une réalité au Soudan, que tout le monde connaît. Omar el-Béchir cautionne la suprématie arabe et islamique au Soudan. Et donc, il justifie l'écrasement de tous les groupes qui remettent en cause la suprématie des Nord-Soudanais. Le professeur Ouchari Mahmoud va écrire une lettre. Et voilà ce qu'il dit dans cette lettre. Alors le 23 février 2007, la Nation of Islam va interviewer Omar el-Béchir via une liaison satellite. Et bien entendu, l'idée de Farrakhan et de sa Nation of Islam était de vendre la propagande officielle du gouvernement soudanais aux Afro-Américains. Et le site Final Call va relayer le pseudo-travail d'un journaliste qui s'appelle Askia Muhammad, qui a fait un véritable travail de désinformation pour nier les cas d'esclavage au Soudan. Alors déjà, pour commencer, dans son article, Askia Muhammad relaye le fait qu'il n'y a jamais eu entre 200 et 400 000 morts au Darfour, mais seulement 9 000. Donc, ces chiffres de 9 000 morts, ce sont les chiffres de Khartoum. C'est Omar el-Béchir qui le dit. Et donc, puisque Omar el-Béchir le dit, Omar el-Béchir, qui est quelqu'un d'honnête, Nation of Islam lui fait confiance et nous explique doctement qu'il n'y a pas eu entre 200 000 et 400 000 morts au Darfour, mais il n'en a eu que 9 000. Et normalement, nous sommes supposés nous essuyer le front et nous dire « ouf, ça va ». Les miliciens fascistes Janjaweed n'ont massacré que 9 000 personnes. Alors quand je dis que cette interview d'Omar el-Béchir est un véritable plan com, on le voit ici. C'est-à-dire que Omar el-Béchir tente de brouiller les pistes, en jouant sur la confusion que les gens font entre la couleur et la culture, lorsqu'il s'agit du Soudan. Alors déjà, il faut préciser une chose, c'est que la majorité des médias n'ont pas présenté le problème du Darfour sous l'angle chromatique lié à la couleur de peau. La plupart des médias ont présenté le problème sous l'angle ethno-tribal. C'est-à-dire qu'ils parlaient d'un côté de tribus arabes et de l'autre côté de tribus négro-africaines. Mais Omar el-Béchir sait pertinemment que la majorité des Occidentaux et la majorité des Américains surtout ne comprennent strictement rien au Soudan et qu'ils ont du mal à appréhender l'idée que les fameux miliciens arabes dont nous sommes en train de parler sont composés en réalité de personnes qui ont la peau noire. Donc Omar el-Béchir vient jouer là-dessus. La majorité des médias ont bien précisé que les Janjaweed appartenaient à des tribus arabes et que ceux qu'ils massacraient appartenaient à des ethnies négro-africaines. Donc en gros, Omar el-Béchir tente de faire croire que les médias nous ont expliqué que au Darfour, nous avons des Arabes à peau blanche qui massacrent des Noirs aux cheveux crépus. Or, les médias n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais présenté le problème sous cet angle-là. Et Omar el-Béchir croit que, en nous démontrant que les miliciens Janjaweed sont en fait des Noirs, c'est donc la preuve que les accusations de crimes, de nettoyage ethnique, de viol sont fausses. Comme s'il y avait un rapport entre la couleur de peau des miliciens et les crimes qu'ils ont commis. Et là encore, Nation of Islam va relayer cette imposture. Et Nation of Islam va faire courir ce bruit, parce qu'une fois de plus, cette désinformation l'arrange, et ça lui donne l'impression ensuite de rétablir une vérité. Et voilà pourquoi Omar el-Béchir dit que
Parler d'Arabes tuant des Noirs est un mensonge, tout simplement parce que dans son gouvernement, tous les ministres sont noirs. Les Arabes dont il est question au Soudan, ce sont des Arabes culturels. Alors l'argument qu'utilise Omar el-Béchir, c'est de dire que les membres de son gouvernement sont tous des Noirs. Comme si au Soudan, il existait une incompatibilité entre le fait d'avoir la peau noire et de se dire arabe. Il en est d'ailleurs lui-même la preuve manifeste, puisque Omar el-Béchir, je le rappelle, c'est un Djalaïn, c'est-à-dire un arabe nord-soudanais qui appartient à ces trois principales tribus qui dominent le pays depuis l'indépendance et qui, tout au long de l'histoire, se sont métissés avec des Nubiens. Alors on pourrait demander par exemple à Omar el-Béchir à quel groupe négro-africain du Soudan se rattachent les membres de son gouvernement. Puisque les membres de son gouvernement sont des Africains, qu'ils viennent donc nous expliquer quelle langue africaine parle la majorité des membres de son gouvernement. Et là je pense qu'on va rire, puisque la réponse est aucune, en tout cas la grande majorité. La majorité des membres du gouvernement d'Omar el-Béchir qui se définissent comme étant arabes sont des noirs arabisés qui ne parlent que l'arabe. Ils se prennent pour des arabes qui descendent d'un compagnon du prophète de l'islam et ils méprisent tout ce qui se rapporte à l'Afrique. Ils se moquent de leur langue, ils se moquent de leurs coutumes. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, il serait intéressant de se poser la question de savoir pourquoi cette organisation de suprémacistes arabes qu'on a trouvée au Darfour dans les années 80, qui était financée par le colonel Kadhafi, la Ftajamou al-Arabi, dont j'ai parlé dans ma première vidéo, puisqu'après tout, ces gens ne seraient pas des Arabes. Selon Omar el-Béchir, il va donc nous expliquer pour quelles raisons ces Arabes du Darfour créent une organisation qu'ils appellent Tajamou al-Arabi. Arabe. Pourquoi des gens qui ne se définissent pas comme arabes créent une organisation qu'ils appellent Tajamou al-Arabi, se réclament d'une ascendance arabe, comme on l'a vu dans les documents qu'ils ont publiés, et prônent la suprématie arabe, raison pour laquelle d'ailleurs Kadhafi les a financés. Et là, bien sûr, Askia Mohammad revient sur le fait qu'en réalité, les accusations d'esclavage sont une invention des médias occidentaux, et que le but c'était d'inciter le Nord à signer la paix avec le Sud. Rien que ça démontre le mépris que l'auteur de cet article a pour les Africains. Il ne se préoccupe à aucun moment des témoignages des victimes de ces crimes. Il s'en moque totalement.
Voici des extraits d'un article qui a été écrit par un chercheur soudanais qui s'appelle Ahmed Bachir Bola. Alors il faut savoir que le Soudan est une dictature fermée, d'où les images ne sortent quasiment pas. C'est ce qui explique d'ailleurs que tous les crimes qui se sont passés durant ces 30-40 dernières années dans ce pays n'ont quasiment pas été médiatisés. En revanche, il y a beaucoup d'opposants soudanais qui sont soit en exil ou voire même qui sont sur place. Et ces opposants soudanais, vous les retrouvez aussi bien parmi les populations originaires du Sud que parmi les populations originaires du Darfour, mais aussi parmi les populations d'origine arabe nord-soudanaise. Ils ont produit des preuves, des documents et relayent des informations en rapport avec toutes les violations des droits de l'homme qu'il y a au Soudan depuis des décennies. Mais tous ceux qui aujourd'hui, parmi les Noirs, soutiennent Omar el-Béchir font comme si ces gens n'existaient pas. Ils mettent en avant la parole des médias occidentaux parce que la parole des médias occidentaux peut être remise en cause. En revanche, les dires de ces opposants-là, on ne pourra pas les contredire en les balayant d'un geste de la main. C'est la raison pour laquelle la parole de ces gens-là n'est jamais évoquée. Alors Ahmed Bachir Bola, qui est un chercheur soudanais spécialiste de la question des identités au Soudan, il a écrit beaucoup de thèses sur ce sujet-là, il nous explique ici que les Jahalaïn ainsi que les autres nord-soudanais sont issus d'Arabes, qui se sont mélangés au cours des siècles avec les Nubiens. Les Nubiens, ce sont les descendants directs des anciennes civilisations contemporaines des anciens Égyptiens. C'est avec eux que les Arabes se sont métissés, en épousant les femmes nubiennes. Sauf que, au fil des siècles, ils ont pris le contrôle de ces sociétés et ont transformé ces sociétés qui étaient à l'origine des sociétés matriarcales en sociétés patriarcales. Puis ensuite, ils se sont mis petit à petit à effacer toute référence à l'origine africaine, raison pour laquelle ils ne se réclament que d'ascendance arabe. Et si vous leur demandez leur généalogie, c'est le cas, notamment pour Omar el-Béchir, si vous lui demandez sa généalogie, il ne vous sortira que des noms d'arabes. Mais ça, on a du mal à le comprendre en Occident. Lorsque l'on voit des Noirs et que l'on entend que ces Noirs se disent arabes, et l'explication qu'on trouve, c'est que ce sont les médias qui les appellent arabes parce qu'ils parlent arabe. Or, c'est faux. Ce ne sont pas les médias qui assignent l'identité arabe à ces populations, ce sont ces populations qui la revendiquent et qui revendiquent une généalogie purement arabe. La propagande de Khartoum a essayé de nous faire courir le bruit selon lequel ce sont les Anglais qui ont séparé les Arabes des Africains. Or, comme on le voit, c'est un vulgaire mensonge. Avant que les Européens n'arrivent, les populations autochtones du Soudan subissaient une oppression de la part de ces Arabes. Or, cette manipulation, elle a été reprise par Charles Onana, qui dans sa vidéo nous expliquait le plus sérieusement du monde que c'était les Anglais qui avaient opposé les tribus négro-africaines et les tribus arabes. Alors ici, Ahmed Bachir Bola nous démontre comment les confréries du pays ont prévenu les Anglais de ne pas abolir l'esclavage. Et l'excuse qu'ils ont utilisée, c'est que l'esclavage était accepté au Soudan, et que de toute façon les esclaves n'étaient pas perçus comme de véritables esclaves, mais plus comme des partenaires. Voilà le discours qui était tenu par les tribus arabes au Soudan pour justifier l'esclavage. C'est-à-dire qu'on a là un discours qui ressemble grosso modo au discours que l'on avait en Martinique et en Guadeloupe, de la part des planteurs, qui voulaient absolument maintenir l'esclavage, parce qu'ils voulaient maintenir leur business. Ahmed Bachir Bola nous explique ici que les tribus africaines, lorsqu'elles ont commencé à revendiquer des droits, c'est à partir de ce moment-là que les Nord-Soudanais ont commencé à traiter ces revendications par la répression, les meurtres et la guerre. Au Soudan, le mot Abid est utilisé pour désigner les tribus autochtones, c'est-à-dire les tribus non arabes,
même lorsqu'elles sont musulmanes. Ce qui est le cas notamment des populations du Darfour, c'est-à-dire les Fours, les Massalites ou les Arawa. Ces 3 tribus africaines sont musulmanes. Malgré ce fait-là, elles sont considérées comme des abides uniquement parce qu'elles sont négro-africaines. Pour dire que là encore, la dichotomie musulman contre chrétien, pour expliquer le mépris qu'il y aurait entre les Nord-Soudanais et les Sudistes, elle est partiellement fausse. Il y a au-delà de ça quelque chose qui relève plus du racisme et de la haine de tout ce qui diffère de soi. Et ce soi, qui constitue une sorte de référent culturel au Soudan, c'est l'arabe. Vous ne pouvez pas vous imaginer le degré d'aliénation des populations du Soudan par rapport à l'arabité. Tout simplement parce que ça leur sert de référent pour se distinguer des populations africaines. Une origine qui n'est pas, dans leur esprit, noble. C'est un peu la mentalité que l'on retrouvait dans la plantation, quoi. On essayait de se distinguer des Africains, en rejetant violemment tout ce qui se rapprochait à eux. On voit ici comment les Arabes se moquaient des langues africaines, qu'ils qualifiaient de baragouins d'esclaves, et de langues de non-parlants. C'est-à-dire que les langues africaines étaient considérées comme les pires de toutes les langues du Soudan. La seule langue qui a de la valeur, c'est la langue arabe. Tout le reste ne vaut rien, et particulièrement les langues des tribus négro-africaines. Ce passage est très intéressant car il met en évidence les rapports qu'il y a entre les Nord-Soudanais et les Bagara. Rappelons que les Nord-Soudanais sont majoritairement métissés avec des Nubiens et qu'ils ont un physique, dans leur grande majorité, qui se rapproche de celui des Éthiopiens. En revanche, si vous allez chez les Bagara, vous allez trouver des populations qui ont un phénotype qui ressemble à celui des Fours, des Massalites et des Arawa. Mais les Nord-Soudanais les considèrent tout de même comme supérieurs à ces populations du seul fait qu'ils sont, entre guillemets, arabes. Donc pour les Nord-Soudanais, le Bagara vaut mieux que les populations du Darfour. Et ces populations du Darfour, qui d'ailleurs constituent la grande majorité des membres de l'armée soudanaise, eh bien ces populations du Darfour valent mieux que les populations du Sud-Soudan, qui elles alors représentent le nègre, l'abide, tout ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire le barbare par excellence qui ne parle pas l'arabe, c'est celui qu'on peut massacrer, tuer, violer, ça ne pose aucun problème.